Elle était ma meilleure amie, jusqu'au jour où elle a ruiné ma vie. Les rires cristallins de Sophie résonnaient encore dans mes souvenirs, comme des éclats de verre brisés. Pendant 20 ans, ces rires avaient été la bande-son de mon existence, une mélodie joyeuse et familière qui emplissait les vides, colorait les jours gris et rendait les moments heureux encore plus lumineux. Sophie et moi, c'était une évidence, une connexion inexplicable et puissante qui avait germé sur les bancs de l'école primaire, avait fleuri durant l'adolescence tumultueuse et s'était épanouie à l'âge adulte. Nous étions deux moitiés d'un tout, deux âmes sœurs, deux piliers mutuels dans un monde souvent chaotique et impitoyable. Nos différences, loin de nous éloigner, avaient tissé entre nous une toile complexe et fascinante, un patchwork d'affinités et de complémentarité. J'étais la pragmatique, l'organisée, celle qui planifiait et anticipait, tandis que Sophie incarnait la spontanéité, la créativité, l'audace. Elle vivait, au jour le jour, se laissait porter par le vent de ses envies et illuminait tout sur son passage de son énergie contagieuse. Ensemble, nous formions un équilibre parfait, un tandem inséparable et invincible. Nos familles étaient devenues une seule et même famille. Nos anniversaires étaient des fêtes communes, nos vacances parfois partagées, nos secrets les plus intimes échangés avec une confiance aveugle et absolue. Je me souviens des heures passées dans sa chambre d'adolescente, tapissée de posters de groupes de rock et de photos de nous deux, à refaire le monde, à rêver d'avenir, à partager nos espoirs et nos peurs. Je me souviens de nos fous rires inextinguibles pour des bêtises insignifiantes, de nos confidences nocturnes murmurées sous les couvertures, de nos silences complices qui en disaient plus que 1000 mots. Sophie connaissait mes faiblesses et mes forces, mes rêves les plus fous et mes angoisses les plus profondes. Elle était mon confidente, ma complice, mon alter ego. Elle était ma meilleure amie. Et puis, il y a eu ce jour. Un jour qui a commencé comme tous les autres, baigné d'une lumière matinale douce et prometteuse, mais qui s'est terminé en cauchemar, en cataclysme, en apocalypse personnelle. Ce jour-là, Sophie a détruit ma vie. Tout a commencé par une rumeur insidieuse, venimeuse, qui s'est insinuée dans mon quotidien comme une fumée noire et suffocante. Au début, ce n'était qu'un murmure, un frémissement imperceptible, une sensation vague de malaise, des regards appuyés, des sourires en coin, des silences soudains lorsque j'entrais dans une pièce. J'ai d'abord pensé que c'était mon imagination, le stress lié à mon travail, la fatigue accumulée. J'étais directrice marketing dans une grande entreprise de cosmétiques, un poste exigeant et passionnant, mais aussi très prenant et parfois épuisant. Je venais de lancer une nouvelle campagne publicitaire d'envergure, un projet sur lequel j'avais travaillé d'arrache-pied pendant des mois, et la pression était à son comble. Je me suis dit que j'étais simplement paranoïaque, que je voyais le mal partout, que j'étais victime de ma propre anxiété. Mais les murmures se sont intensifiés, les regards sont devenus plus insistants, les silences plus pesants. J'ai commencé à entendre des bribes de conversation à demi-mot, des allusions cryptiques, des sous-entendus malveillants. On me parlait à voix basse, on me posait des questions étranges, on me sondait avec une curiosité malsaine et déplacée. Mes collègues, autrefois amicaux et chaleureux, se montraient distants et réservés. Mon patron, habituellement encourageant et bienveillant, me regardait avec un mélange de suspicion et de déception. L'atmosphère au bureau s'était alourdie, était devenue électrique, irrespirable. Je me sentais observé, jugé, condamné. J'avais l'impression d'être devenu une paria, une pestiférée, une personne à éviter.
Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais toujours été appréciée et respectée dans mon travail. J'étais compétente, sérieuse, professionnelle. J'avais de bons résultats. J'étais loyale envers mon entreprise. J'avais de bonnes relations avec mes collègues et mes supérieurs. Je n'avais jamais eu de problème, jamais commis de fautes graves, jamais donné prise à la critique ou à la médisance. Pourquoi ce soudain changement d'attitude à mon égard? Pourquoi ce climat de suspicion et d'hostilité? Qu'avais-je fait pour mériter cela? La rumeur, au début vague et indistincte, a commencé à prendre forme, à se préciser, à se cristalliser autour d'un thème central: la malhonnêteté. On insinuait que j'avais triché, que j'avais menti, que j'avais manipulé les chiffres, que j'avais volé des idées, que j'avais utilisé des méthodes douteuses pour arriver à mes fins. On me soupçonnait de fraude, de corruption, de malversation. On murmurait que j'avais falsifié des documents, que j'avais détourné des fonds, que j'avais abusé de ma position pour mon profit personnel. Des accusations graves, infamantes, destructrices. Des accusations totalement infondées et absurdes. J'étais abasourdi, sidéré, anéanti. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je ne pouvais pas comprendre comment de telles calomnies pouvaient être propagées à mon sujet. J'étais révolté, indigné, blessé au plus profond de mon être. Mon honneur, mon intégrité, ma réputation, tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts et de sacrifices était en train de voler en éclats sous le poids de ces mensonges ignobles. J'avais l'impression de vivre un mauvais rêve, un cauchemar éveillé dont je n'arrivais pas à me sortir. J'ai essayé de me défendre, de me justifier, de rétablir la vérité. J'ai parlé à mes collègues, à mon patron, aux ressources humaines. J'ai nié catégoriquement les accusations portées contre moi. J'ai expliqué que tout cela était faux, que c'était une monstrueuse erreur, une machination diabolique. Mais mes explications tombaient dans l'oreille d'un sourd. On me regardait avec scepticisme, avec incrédulité, avec un air de pitié condescendant. On me disait que les preuves étaient accablantes, que les témoignages concordants, que la situation était grave et irréversible. On me conseillait de coopérer, d'avouer mes fautes, de minimiser les dégâts. On me laissait entendre que si je reconnaissais ma culpabilité, on pourrait peut-être se montrer clément, me donner une seconde chance, me permettre de sauver la face. Mais je n'avais rien à avouer. Je n'étais coupable de rien. Je n'avais commis aucune faute. J'étais innocente. Et je refusais de me laisser accuser injustement, de me laisser condamner sans preuve, de me laisser salir par des calomnies infondées. Je me suis senti seul, isolé, abandonné de tous. Même mes amis les plus proches, ceux en qui j'avais le plus confiance, semblaient douter de mon innocence. Ils me regardaient avec gêne, avec malaise, avec une distance froide et inexplicable. J'avais l'impression d'être devenue radioactive, contagieuse, dangereuse à fréquenter. Un soir, rentrant chez moi épuisé et désespéré, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. Un message anonyme, une voix déformée et menaçante, qui me disait « Tu ferais mieux d'avouer. Tout le monde sait la vérité. Tu ne t'en tireras pas. Tes jours sont comptés. » J'ai eu froid dans le dos. J'ai senti la peur m'envahir, me paralyser, me glacer le sang. J'ai compris que ce n'était pas seulement une rumeur, une calomnie, une simple médisance. C'était une campagne de dénigrement organisée, une machination savamment orchestrée, une tentative délibérée de me nuire, de me détruire, de ruiner ma vie. Mais qui pouvait bien me vouloir autant de mal? Qui pouvait être à l'origine de cette machination infernale? Qui avait intérêt à me voir souffrir, à me voir tomber, à me voir disparaître? La réponse, hélas,
était plus proche de moi que je ne l'imaginais. Elle était là, tapie dans l'ombre, attendant son heure, savourant ma souffrance, se délectant de mon désespoir. La réponse, c'était Sophie. Au début, je n'ai pas voulu y croire. C'était impensable, impossible, absurde. Sophie, ma meilleure amie, celle que j'aimais comme une sœur, celle en qui j'avais une confiance absolue, celle qui était censée me soutenir et me protéger, elle ne pouvait pas être à l'origine de tout cela. C'était une erreur, une méprise, une hallucination. Je devais me tromper. Je refusais d'accepter une telle horreur, une telle trahison, une telle monstruosité. Mais les indices se sont accumulés, les coïncidences sont devenues trop nombreuses, les preuves trop flagrantes. Des détails insignifiants au début, des remarques anodines, des gestes involontaires, des lapsus révélateurs, tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle macabre et effrayant. J'ai commencé à me souvenir de certaines conversations avec Sophie, de certaines de ses réactions étranges, de certains de ses silences suspects. J'ai repensé à son regard, parfois envieux, parfois amer, lorsqu'elle me parlait de ma réussite professionnelle, de mon bonheur personnel. J'ai revu en mémoire certaines de ses confidences, de ses frustrations, de ses rancœurs secrètes. Sophie avait toujours été jalouse de moi. Une jalousie sourde, latente, contenue, mais bien réelle et profondément ancrée. Elle enviait ma carrière, mon appartement, mes voyages, mes vêtements, mes amis, mon couple. Elle enviait ma vie, en somme. Elle avait toujours voulu être à ma place, avoir ce que j'avais, vivre ce que je vivais, mais elle n'avait jamais eu le courage, la détermination, le talent nécessaire pour y parvenir. Alors, au lieu de se réjouir de mon bonheur, au lieu de me soutenir dans mes projets, au lieu de se surpasser et de me dépasser, elle avait choisi la voie la plus lâche et la plus destructrice, la vengeance. Elle avait décidé de me détruire, de me saboter, de me voler ma vie. Elle avait patiemment tissé sa toile, minutieusement préparé son plan, diaboliquement orchestré sa machination. Elle avait profité de sa position de meilleure amie, de sa connaissance intime de ma vie, de ma confiance aveugle et absolue, pour me poignarder dans le dos, pour me trahir de la manière la plus lâche et la plus cruelle. Elle avait répandu des rumeurs à mon sujet, inventé des mensonges, fabriqué des preuves, manipulé des gens, tout cela dans le seul but de me nuire, de me faire souffrir, de me voir tomber. La révélation a été un choc terrible, un coup de poignard en plein cœur. J'ai ressenti une douleur atroce, une blessure profonde et incurable. La trahison de Sophie était bien plus qu'une simple déception, qu'une simple rupture d'amitié. C'était une amputation, une mutilation, une destruction de mon identité, de mon passé, de mon présent, de mon avenir. Tout en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais aimé, était réduit à néant, souillé, empoisonné par la haine et la jalousie de celle que je considérais comme ma sœur. J'ai voulu la confronter immédiatement, lui demander des explications, lui cracher ma colère et mon dégoût au visage. Mais je me suis ravisé. Je savais que Sophie était capable de tout nier, de tout manipuler, de tout retourner contre moi. Elle était perverse, machiavélique, dépourvue de scrupules et de remords. Une confrontation directe ne ferait qu'aggraver la situation, me mettre en danger, me donner encore plus de prise à ses attaques. Je devais agir avec prudence, avec intelligence, avec stratégie. Je devais rassembler des preuves irréfutables de sa culpabilité, démasquer ses mensonges, révéler sa vraie nature au grand jour. Je devais me venger.
J'ai commencé à enquêter discrètement, à rassembler des informations, à reconstituer le puzzle de sa machination. J'ai parlé à des personnes qui avaient été manipulées par Sophie, à des témoins involontaires de ses manœuvres, à des victimes collatérales de sa jalousie. J'ai découvert des détails effrayants, des preuves accablantes, des témoignages édifiants. J'ai compris l'étendue de sa perversité, la profondeur de sa haine, la froideur de son calcul. Elle avait tout planifié, tout anticipé, tout contrôlé. Elle avait agi avec une patience diabolique, une détermination sans faille, une cruauté sans limite. J'ai découvert, par exemple, que c'était elle qui avait envoyé le message anonyme sur mon répondeur. Elle avait utilisé un logiciel de déformation de voix et un numéro de téléphone jetable pour ne pas être identifiée. J'ai retrouvé la trace de ces emails anonymes envoyés à mon patron et aux ressources humaines, remplis d'accusations mensongères et de fausses preuves. J'ai appris qu'elle avait soudoyé un collègue pour qu'il témoigne contre moi, qu'elle avait falsifié des documents pour me faire accuser de fraude, qu'elle avait répandu des rumeurs sur ma vie privée pour me discréditer auprès de mes amis et de ma famille. Plus j'en apprenais, plus j'étais horrifié et révolté. Je réalisais l'ampleur de sa trahison, la profondeur de sa haine, la monstruosité de son plan. Elle avait voulu me détruire méthodiquement, systématiquement, complètement. Elle avait voulu me voler mon travail, mon couple, mes amis, ma réputation, ma vie entière. Elle avait réussi à me mettre au bord du gouffre, à me faire perdre confiance en moi, à me faire douter de tout, à me faire sombrer dans le désespoir. Mais elle avait commis une erreur. Elle avait sous-estimé ma force de caractère, ma capacité de résistance, ma soif de justice. Elle pensait que j'allais me laisser abattre, que j'allais sombrer dans la dépression, que j'allais me résigner à mon sort. Elle se trompait. Au lieu de me laisser vaincre, la trahison de Sophie m'avait donné une énergie nouvelle, une rage de vaincre, une volonté de me battre jusqu'au bout. J'étais déterminé à la démasquer, à la punir, à récupérer ce qu'elle m'avait volé, à reconstruire ma vie sur les ruines de notre amitié brisée. La confrontation a eu lieu lors d'une soirée organisée par l'entreprise pour célébrer le succès de la campagne publicitaire que j'avais lancée. Paradoxalement, c'était cette même campagne qui avait déclenché la jalousie de Sophie et qui avait été à l'origine de sa machination. Elle avait espéré que les rumeurs et les accusations me discréditeraient au point de me faire retirer le projet, voire de me faire licencier. Mais elle avait échoué. Malgré les difficultés et les obstacles, la campagne avait été un succès retentissant et j'étais plus que jamais reconnu et apprécié par mes supérieurs. Sophie était présente à la soirée, souriante et affable, comme si de rien n'était. Elle m'a salué chaleureusement, m'a félicité pour mon succès, m'a embrassé avec effusion. Son hypocrisie me donnait la nausée. J'ai failli lui cracher au visage toute ma colère et mon dégoût. Mais je me suis retenu. J'attendais le bon moment, le moment où je pourrais la démasquer publiquement, devant tous ceux qui avaient cru à ses mensonges et qui m'avaient jugé et condamné injustement. Le moment est arrivé lorsque mon patron a pris la parole pour faire un discours de remerciement à toute l'équipe. Il a souligné mon rôle essentiel dans le succès de la campagne, a loué mon talent, mon professionnalisme, mon dévouement. Il a annoncé ma promotion à un poste encore plus important, avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles perspectives. La salle a applaudi chaleureusement et j'ai senti un frisson de fierté et de satisfaction me parcourir le corps. Sophie, à côté de moi, avait le visage crispé, les yeux brillants de rage et de jalousie. J'ai vu sa main se serrer convulsivement sur son verre de champagne et j'ai compris que le moment était venu. J'ai pris le micro à mon tour
sous les regards surpris et interrogateurs de l'assistance. J'ai commencé par remercier mon patron et mes collègues pour leur soutien et leur confiance. Puis, d'une voix claire et assurée, j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai parlé des rumeurs, des accusations, des mensonges qui avaient circulé à mon sujet. J'ai décrit le climat de suspicion et d'hostilité que j'avais subi. J'ai évoqué ma souffrance, mon désespoir, ma solitude. J'ai parlé de la trahison de ma meilleure amie, de celle en qui j'avais le plus confiance, de celle qui avait orchestré toute cette machination diabolique pour me détruire. J'ai prononcé le nom de Sophie en la regardant droit dans les yeux, devant toute l'assistance médusée et silencieuse. Un silence de mort a envahi la salle. Tous les regards étaient tournés vers Sophie, qui était devenue livide, tremblante, pétrifiée. Elle a essayé de nier, de se justifier, de se défendre. Elle a balbutié des excuses confuses, des explications incohérentes, des démentis pathétiques. Mais personne ne la croyait. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, des enregistrements de ses conversations, des copies de ses emails, des témoignages de ses complices. J'ai tout déballé, tout révélé, tout exposé au grand jour. La vérité a éclaté comme un coup de tonnerre. La salle était en émoi, choquée, indignée. Les langues se sont déliées, les murmures ont fusé, les regards accusateurs se sont braqués sur Sophie. Elle était démasquée, confondue, humiliée. Sa réputation était ruinée, sa carrière brisée, son image détruite. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait voulu me voler. Elle avait récolté ce qu'elle avait semé. Le lendemain, Sophie a été licenciée sur le champ. Elle a perdu son travail, ses amis, sa crédibilité. Elle a été ostracisée, rejetée, méprisée par tous ceux qui l'avaient connue et appréciée. Elle s'est retrouvée seule, isolée, abandonnée à son propre sort. Elle a sombré dans la dépression, l'alcoolisme, la déchéance. Elle a disparu de ma vie, de mon entourage, de mon monde. Quant à moi, j'ai été réhabilité, reconnu, respecté. J'ai retrouvé mon travail, mes amis, ma confiance en moi. J'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre, sur les fondations solides de la vérité et de la justice. J'ai pardonné à Sophie, non pas pour elle, mais pour moi. Pour me libérer de la haine et de la rancœur, pour tourner la page, pour aller de l'avant. Mais la cicatrice de sa trahison restera à jamais gravée dans mon cœur. L'amitié brisée, la confiance perdue, l'innocence volée sont des blessures qui ne se referment jamais complètement. Sophie était ma meilleure amie, jusqu'au jour où elle a ruiné ma vie. Et même si le temps a passé, même si la douleur s'est atténuée, même si la vie a repris son cours, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais son rire cristallin, son visage angélique, son regard perfide. Je n'oublierai jamais la trahison, la souffrance, le cauchemar. Je n'oublierai jamais Sophie.